Des policiers antidrogue, lors d'une saisie, tombent par hasard sur un grenier dissimulé. Mais une fois en haut, ils découvrent un espace totalement vide. Seul un câble électrique dénudé paraît suspect. Alors l'homme tire juste légèrement dessus et dans le compartiment secret révélé se cachent 20 millions de dollars. Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un thriller criminel tout juste sorti. Saisie totale. Le film est adapté d'une affaire réelle jamais élucidée. Et le réalisateur a même réuni des habitués des Oscars. Matt Damon, Ben Affleck et Steven Yeun. Un bon scénario avec de bons acteurs, le résultat ne peut que te surprendre. Le 4 septembre 2012, sur une route du comté de Miami-Dade, le chef de la brigade des stupes, Jackie, reçoit un renseignement crucial, une piste excitante. Mais pendant l'appel, ils sont déjà sur écoute. Au moment où Jackie descend de voiture pour partir, elle se fait, sans surprise, attaquer. Aucune ambiguïté, la chef des stupes de Dade est tuée. Aux États-Unis, la mort d'un policier secoue tout un commissariat, et encore plus quand c'est une chef des stupes. Vu l'impact et la gravité de l'affaire, les fédéraux entrent dans la danse et interrogent tous les concernés. Contrairement à l'image classique des flics des stupes, l'unité de Jackie est très particulière. C'est une équipe tactique de 6 personnes chargée d'enquêtes secrètes sur drogue, armes et argent liquide d'origine douteuse. Les 5 membres restants sont les suivants. Le nouveau chef, Matt, qui remplace Jackie, Ben, le compagnon de Jackie, l'agent le plus bas gradé, Mike, Lolo, une femme stylée et très sûre d'elle, et la favorite de Jackie, la jeune femme noire. Au fil des interrogatoires, tout le monde ressent une hostilité écrasante. Les fédéraux pensent qu'il y a soit une taupe au commissariat, soit que Jackie elle-même était la taupe. Face à une suspicion sans preuve, les réactions sont vives. Leur relation a toujours été solide. Une taupe parmi eux, impossible. Et traiter Jackie de flic ripou, c'est une insulte. Matt sait qu'au commissariat, il existait autrefois une unité appelée le groupe Coup de poing, un genre d'équipe d'assaut et d'arrestation musclée. Mais ils ont tous été dissous pour corruption. Avec ce précédent, on comprend mieux pourquoi les fédéraux soupçonnent ça. Ben a un caractère explosif. Il n'accepte pas ces insinuations car Jackie était sa compagne. Ne le laissez pas s'en tirer. Si Ben ose s'opposer aux fédéraux, c'est parce que, hiérarchiquement, ils sont au même niveau. Et en plus, il est le grand frère de l'un d'eux. Plus tard, pour calmer son vieil ami, Matt retrouve Ben encore furieux et l'aide à redescendre. Puis il reparle du dossier Jackie, posément. Matt pense que l'hypothèse des fédéraux n'est pas absurde. En général, un cartel n'assassine pas un flic, à moins de vouloir être traqué dans tout le pays. Ben admet ce point. Mais même s'il y a une taupe, ce ne peut être que dans leur équipe, et les interrogatoires publics risquent d'alerter la taupe. Pour la coincer, il faut jeter un immense filet. Mais trouver une taupe dans un commissariat complexe, c'est plus dur que capturer un baron de la drogue. Les paroles de Matt pèsent lourd. Ben sait que dans l'équipe, la pression sur lui est la plus forte. Quelques jours plus tard, des policiers qui finissent leur service ne partent pas tout de suite. Ils discutent dans la zone de repos du parking. En parlant, Mike évoque une grosse affaire. Les stupes et des fédéraux avaient démantelé un point de deal, mais ils n'avaient trouvé aucun cash sur place. Ben plaisante, la somme devait être trop importante, donc elle a été déplacée avant. Il veut savoir combien exactement, et si quelqu'un la retrouve, il aimerait aller voir le lieu. Au même moment, Matt, inquiet, reçoit un tuyau chiffré avec une adresse précise, et la mention « cache d'argent d'un cartel ». Matt reste impassible, mais son regard change, comme s'il prenait une décision. Il décide de faire un gros coup. Pendant qu'il parle, un véhicule blindé antiterroriste s'arrête, avec le sigle d'Eloa sur leur tenue. Ce sont des agents des stupes fédérales. Parmi eux, un chef nommé Martin, très proche de Ben. Il se retrouve en plaisantant. Ben demande où est passé le cash du cartel, si la DEA et les fédéraux l'ont fait disparaître. Marty répond du tac au tac. Les scandales de corruption à Miami-Dade, ça existe, mais ça ne concernait que des unités spéciales. À ce moment-là, Matt apparaît, visage fermé, et l'ambiance légère devient étrange. Matt annonce à tout le monde qu'il vient de recevoir un appel de la ligne anti-crime avec une cache d'argent de trafiquants, donc il part immédiatement en mission. Personne n'a envie de faire des heures sup, mais l'équipe est sous enquête, et s'ils veulent garder leur job, ils doivent être exemplaires. Forcés, ils renoncent au repos et suivent Matt. La jeune femme nous demande combien il y a. Matt répond vaguement, en disant qu'il estime 250 000 $. Quand elle va chercher sa voiture, Mike arrive en courant. Par habitude, il demande s'ils préviennent la police locale et combien d'argent il y a. Cette fois, Matt répond franchement. L'informateur parle de 150 000. Puis 4 voitures, une moto et 5 personnes, chacune dans son véhicule, arrivent à une ville du comté de Dade. Et selon la répartition des compétences, elles dépendent d'un autre service. Quelques heures plus tard, l'équipe entre en file indienne dans un quartier résidentiel et s'arrête au bout d'une rue. La maison verte au milieu est la cible. Les bâtiments de chaque côté sont souvent des garages ou des entrepôts. La mission principale de Lolo, c'est de gérer le chien renifleur. Mais dès qu'il descend, le chien se met à aboyer. Clairement, il y a du cash dans la maison, et sûrement bien plus que prévu. Quand Matt s'approche, Lolo demande combien il y a, mais Matt lâche 75 000. Cette réponse la rend méfiante. Le chien prouve que ce n'est pas une petite somme, et à ce stade, Matt cache clairement le montant. Mais pourquoi ferait-il ça? Il frappe ensuite la porte. Une femme nommée Daisy ouvre.
Procédure oblige, les policiers doivent présenter l'autorisation de perquisition, et ce n'est valide qu'après signature. Quand ils entrent, la maison est en bazar, pleine d'objets. Malgré ça, le chien repère quelque chose au 2e étage, ce qui confirme que la cache est au-dessus. Matt et Ben se préparent à ouvrir. Daisy, quelqu'un est dans la cuisine? Non. Ok, on y va. L'espace là-haut est très petit, et très propre, contrairement au bas. Daisy affirme ne pas savoir ce qu'il y a dans le grenier et n'y être jamais montée. Ce discours renforce la certitude de Matt. Trop d'inconsistance, donc quelque chose cloche. Un câble dénudé paraît suspect. Ben tire juste un peu dessus, et une statue au centre révèle un compartiment secret. Il se penche immédiatement, et voit plusieurs seaux rouges. Puis il demande à Mike et à la jeune Numa de casser le mur. Matt et Ben interrogent Daisy. Daisy dit que la maison vient de sa grand-mère. Les papiers d'héritage ne sont pas finalisés, elle vit ici depuis 2 mois, donc elle ne connaît pas tout ce qu'il y a dans la maison, encore moins dans le grenier. Cette explication laisse Ben sans voix. Du cash d'origine inconnue entraîne des poursuites. Cacher l'argent sale de quelqu'un aussi. Mais si la maison n'est pas encore légalement de Daisy, elle peut échapper aux sanctions. Le cri venu d'en haut coupe la discussion. Mike et la jeune Numa ont trouvé quelque chose d'énorme. Il y a beaucoup de seaux cachés dans le mur. C'est presque sûr, l'argent est dedans. Matt ouvre l'un d'eux et ce qu'il voit coupe le souffle. Après comptage, un seul seau contient 1,4 million de dollars. Et ils estiment qu'il y en a encore 14, ce qui fait environ 20 millions. Une somme pareille désoriente tout le monde. Personne n'a jamais vu autant d'argent, même entendu une histoire similaire. Après s'être repris, Matt ordonne soudainement de ne contacter personne et de rendre tous les téléphones, même celui de Daisy au rez-de-chaussée. Ce geste trouble tout le monde, surtout Ben. Il pense que Matt casse la confiance de l'équipe. Matt n'explique pas davantage et ne confisque pas le téléphone de Ben, car au fond, le noyau de l'unité, c'est eux deux. Quand on lui demande combien la source annonçait, Matt répond 300 000. En descendant, Matt dit aux agents de déplacer les seaux vers le garage. Il veut réfléchir à quoi faire de cet argent. Normalement, l'équipe doit compter sur place puis déclarer au commissariat. Ben refuse ce plan. Le montant est trop énorme. Si $1 manque pendant le comptage, les affaires internes tomberont sur toute l'équipe. Matt insiste. Ben, en adjoint, ne peut pas trop insister. Il propose au moins de déclarer tout de suite, mais Matt, obstiné, refuse de contacter qui que ce soit. Il veut tout compter d'abord et décider ensuite. Pendant qu'ils se disputent, Lolo demande à utiliser son téléphone, juste pour dire bonne nuit à ses enfants. Matt refuse immédiatement. La situation est exceptionnelle. Si le cartel apprend que l'argent a été saisi, ils viendront le reprendre de force. En clair, c'est extrêmement dangereux maintenant. Une fusillade peut éclater à tout moment. Ben, en y pensant, veut appeler son frère chez les fédéraux, ou même Marty de la DEA. Daisy sait clairement pour cet argent, mais la police ne peut rien lui faire. À ce moment, Mike prévient qu'une voiture de patrouille étrange vient d'apparaître dans la rue. Il pense tout de suite à des hommes du cartel. Matt et Ben sortent. Dans la voiture, 2 policiers et leur tête ne présagent rien de bon. Matt et Ben déclinent leur identité et ordonnent à la patrouille de partir. Normalement, des petits grades obéissent, mais eux répondent mal et menacent même de signaler l'unité pour absence de déclaration. Ben remarque que le passager lui semble familier. En regardant mieux, c'est un ancien du groupe Coup de Poing. Quand il voit qu'ils ont été reconnus, les 2 flics repartent vite. Matt dit que c'est impossible. Après la dissolution du groupe, la moitié a été suspendue indéfiniment, l'autre moitié virée. Quoi qu'il en soit, ça prouve qu'ils sont grillés. Par prudence, Matt demande à Ben d'aller chercher les équipements et de prendre ceux de tout le monde et du chien. Pendant ce temps, 3 agents ont déjà déplacé 15 seaux. Ensuite, ils doivent compter dans le garage. Mike ne comprend pas. Avec autant de cash, il faut prévenir la hiérarchie. Pourquoi Matt retarde la déclaration et pourquoi il a confisqué les téléphones? Tout ça viole les procédures. La jeune Numa ne dit rien. Elle répète juste qu'il faut obéir aux ordres. Pendant qu'ils parlent, Matt et Ben entrent avec des gilets pare-balles. Matt ouvre un seau au hasard et explique comment ils vont compter. Ceux avec étiquette de montant restent scellés. Ceux déchirés sans étiquette sont comptés. Lolo et la jeune Numa restent au garage pour compter. Mike sort faire le guet. Mais dès qu'il est dehors, il balaie rapidement les alentours, puis sort un téléphone de sa veste. Une fois tout le monde placé, Matt interroge Daisy à nouveau. Cette fois, Daisy avoue. Elle sait que le cartel cache ici de l'argent, mais ignore le montant et l'endroit exact. Avant l'arrivée de l'équipe, quelqu'un l'a appelée en lui ordonnant de partir quelques heures à un créneau précis. Avec son numéro d'identité, Matt voit dans son dossier « Informatrice ». Évidemment, Daisy joue sur 2 tableaux. Elle touche du cartel et elle est payée par la police pour des infos. À ce moment, le téléphone fixe sonne. Malgré les protestations de Daisy, Ben décroche. Après avoir raccroché, Ben entraîne Matt dans une pièce à part et lui demande pourquoi il lui ment. Au téléphone, c'était clair, la source parlait de 150 000. Alors pourquoi Matt a dit 300 000? Ce chiffre ne change peut-être rien, mais ça prouve que Matt cache quelque chose.
Ben veut savoir s'il y a un plan secret, mais Matt bafouille, incapable d'expliquer. Ben commence à croire que Matt brouille les pistes pour détourner l'argent. De l'autre côté, le comptage au garage est déjà à moitié fait. Lolo se plaint. Son salaire annuel net est 80 000 et pour ça, elle subit insultes, pièges et risque même de mourir. Si elle prenait un peu de cet argent, elle se sentirait moins lésée. La jeune Numa ne valide ni ne rejette. Elle dit juste « on a choisi ce métier, donc on assume les risques ». Pendant ce temps, Ben contacte discrètement Marty de la DEA et lui raconte tout en détail. Marty dit à Ben que Matt le suspecte depuis longtemps. Un tel montant non déclaré, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, le détourner. Et puis, un homme écrasé par des dettes médicales, dont le fils est parti et dont la mariage est détruit, peut-il vraiment gérer cette unité? Ben raccroche, un peu rassuré. Si Marty arrive avec du monde, la situation sera contrôlée. À ce moment, Matt entre dans le garage et demande où en est le comptage. Mais leur discussion est entendue clairement par Daisy. Matt baisse la voix et discute avec les deux agentes. Il veut déclarer un petit montant, puis se partager le reste. Daisy est terrifiée. Le vrai visage de Matt vient enfin d'apparaître. Au même moment, toutes les maisons de la rue allument soudain leur lumière. Mais étrangement, on ne voit personne. Les voitures garées dehors ont disparu aussi. Cette étrangeté glace Mike. Dans une maison, la lumière clignote même de façon régulière. Perplexe, Ben arrive en entendant ça et reconnaît aussitôt le rythme. C'est du morse. Il comprend que la rue peut être contrôlée par le cartel. Ben dit à Mike d'aller prévenir Matt et part seul voir devant. À cet instant, Matt informe enfin le commissaire en disant que l'unité a saisi de l'argent, mais seulement 150 000 $. Daisy, impassible, entend tout. Elle ne pensait pas que ça deviendrait aussi compliqué. À ce moment, Mike entre et Daisy lui révèle le secret. Pendant qu'il parle à voix basse, Matt sort, ayant entendu du bruit. Gêné, Mike explique vite qu'il y a un problème dehors et que Ben l'a envoyé prévenir. Matt, très lucide, ne questionne pas plus. À son regard, il comprend que Daisy a tout entendu et qu'elle a parlé du partage à Mike. Quand les deux hommes s'éloignent, le téléphone fixe sonne encore. Daisy craint des représailles du cartel. Elle veut que la femme à l'intérieur lui retire les menottes. Mais la jeune Numa sort, très calme. Elle décroche et n'entend qu'une menace. Si dans 10 minutes, ils ne quittent pas la maison, ils tueront tout le monde. Pendant ce temps, Matt teste Mike. Qu'est-ce que Daisy t'a dit? Mike n'ose pas dire la vérité. Il invente une excuse. Peu après, ils arrivent devant la maison où Ben est entré. Ils décident d'aller ensemble. Mike se retourne vers Matt et voit son visage glacé. Dans ce dialogue gênant, le danger flotte partout. À cet instant, impossible de savoir qui est la taupe. Matt brise la tension et renvoie Mike. Lui part chercher Ben. Mike obéit et une très mauvaise sensation lui serre la poitrine.